partenariat, donc le secrétaire général de CFTC Cadre. Je vous souhaite à tous la bienvenue et merci de vous être connectés aussi nombreux pour ce webinaire, même si je m'attendais à un peu plus de personnes, mais bon, on va faire avec, on va dire. Donc c'est un webinaire spécifique sur les élections fonction publique que l'on organise au niveau de la CFTC Cadre en partenariat avec la Fabrique Chardais, donc Clémence. Je tiens donc à remercier Clémence, notre partenaire de la Fabrique Chardais, et Thomas, le juriste de CFTC Cadre, ainsi que Marie, qui est toujours dans l'ombre, notre secrétaire de direction, pour leur implication pour que ce webinaire se passe du mieux possible. Donc je rappelle qu'il est important que nous relevions le défi d'augmenter la représentativité dans les 3 fonctions publiques auprès des cadres, mais également de toutes les catégories de salariés de la fonction publique, afin d'atteindre une représentativité globale privée plus publique plus importante qu'aujourd'hui. Donc je laisse donc la parole à Clémence et Thomas et vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Bernard. De toute façon, effectivement, je vais rebondir sur ce que tu as dit dans ce webinaire, mais je vais d'abord effectivement me présenter. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Clémence Chumiacher, je suis directrice générale de LFC Dialogue Social, qui est un organisme de formation à destination des élus du personnel. Et bien sûr, je serai accompagnée, comme le disait Bernard, de Thomas Panouillet, qui vient de vous faire un petit signe et qui est donc le conseiller technique de la CFTC Cadre. Donc, comme l'a très bien dit Bernard, l'idée ici vraiment de ce webinaire, c'est ni de faire tout un développement technique, ni finalement d'être le plus pointu possible sur les réformes qu'on est en train de vivre actuellement dans la fonction publique et qui sont issues de 2019. C'est vraiment de prendre conscience de l'importance de ces élections et de l'importance d'en parler autour de vous. Donc voilà, vraiment, l'idée de la CFTC Cadre aujourd'hui, c'est de participer au débat et de participer vraiment à justement, comme le disait Bernard, augmenter la représentativité dans la fonction publique. Et ça peut bien sûr pas se faire sans vous. Donc voilà, donc je vous propose vraiment qu'on commence notre webinaire en gardant vraiment comme ligne directrice cette idée-là, c'est-à-dire comment je peux convaincre autour de moi de faire voter CFTC aux agents publics et bien sûr aux contractuels, parce que ça compte également, bien sûr. Donc on va commencer par une introduction, bien sûr, donc ça va être principalement des chiffres clés, mais également ce rappel justement de l'importance de ces élections. Et ensuite, on verra dans un deuxième point les revendications de la CFTC 4. Je laisserai bien sûr Thomas vous présenter cette partie-là, donc les revendications de la CFTC 4 dans la fonction publique, la qualité de vie au travail, la rémunération des agents, avec le point d'indice bien sûr, qui est au centre d'un certain nombre de préoccupations, et la reconnaissance du travail des agents publics. Et on verra dans un troisième point avec moi cette fois-ci, le rôle des représentants élus avec la réforme des instances qui a eu lieu, comme je vous disais, en 2019. Donc, quelles compétences pour les commissions administratives paritaires, les nouvelles, et les comités sociaux qui, on va le voir, ont remplacé vos anciens comités techniques et CHSCT. Donc, on va commencer tout de suite, effectivement, avec notre introduction qui, comme je vous le disais, est basée sur un certain nombre de chiffres clés. Alors, on n'a pas été trop loin dans les chiffres clés, puisque l'idée, c'était quand même pas de vous faire un recensement complet de la fonction publique, mais plutôt de vous amener à réfléchir, comme je vous le disais, sur l'élection et sur, effectivement, l'importance qu'elle peut prendre pour la CFTC et pour la représentativité de la fonction publique. Donc, le 8 décembre 2022, les agents des 3 fonctions publiques, je vais le rappeler, mais je pense que tout le monde le sait ici, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière sont appelés à voter pour leurs représentants. En réalité, il faut savoir que, par exemple, pour la fonction publique d'État, le vote électronique est devenu la norme. Donc, en réalité, vous votez du 1er au 8 décembre 2022. Donc, on parle toujours 8 décembre 2022, 8 décembre 2022. Pour un certain nombre d'entre vous, ça peut être en réalité la date butoir de vos élections. Donc, du 1er au 8 décembre 2022, quand je vote par vote électronique, sera à ma disposition en tant qu'agent public un code pour aller voter aux élections. Donc, la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière
compte plus de 5,56 millions d'agents, ce qui représente quand même en fait une personne active sur 5 en France, hein, donc c'est bien sûr pas négligeable, soit près de 20% de l'emploi en France. Donc la fonction publique de l'État compte 2,49 millions d'agents, la fonction publique territoriale 1,94 millions d'agents et la fonction publique hospitalière 1,18 millions d'agents. Donc toutes ces personnes-là, hein, c'est des personnes qu'on peut potentiellement convaincre pour aller voter CFTC dans les prochaines élections. Donc 460 000 nouveaux agents ont intégré l'un des 3 versants de la fonction publique. Donc, régulièrement, c'est un peu plus nombreux que les sortants. Donc, l'emploi dans la fonction publique progresse ces 10 dernières années, au même rythme que l'emploi total en France, 0,7%. Il faut savoir que quand on regarde dans le détail ces chiffres, les agents publics qui ont été le plus renforcés sont la justice, la police et l'enseignement. Donc il faut savoir que ces chiffres sont issus de la dernière édition du rapport annuel qui est paru en décembre dernier, donc en décembre 2021. Le problème, c'est qu'il se base sur des données datant de 2018. Donc effectivement, même si ces chiffres de manière globale restent stables, ils commencent un tout petit peu, si je peux me permettre, à dater. Bon, 2018, c'est pas Mathusalem, mais quand même. Donc toujours sur ces chiffres, 1,7 million d'agents contractuels, dont 57% sont en CDD. Hein. Donc là aussi, hein, peut-être qu'avec ce chiffre-là, il faut se poser des questions sur ces agents contractuels et sur comment je peux faire des revendications qui vont dans leur sens et qui permettent peut-être de sortir de la précarité du CDD. Donc dans la fonction publique d'État, le recours aux contractuels au ministère de l'Éducation nationale explique en très grande partie ce nombre sur l'ensemble du versant. Donc on voit que vraiment dans l'éducation nationale, c'est quelque chose qui est complètement normal d'y recourir et dans un très grand nombre. Dans la fonction publique territoriale, la plupart de ces agents contractuels sont dans les établissements publics locaux comme les offices du tourisme ou les emplois occasionnels ou saisonniers vont être plus nombreux. Et en ce qui concerne finalement l'hôpital, la hausse compense la baisse du nombre de fonctionnaires, mais là encore, hein, il faut vraiment se demander est-ce qu'un contractuel en CDD peut compenser un fonctionnaire qui est là dans un emploi pérenne. Un autre chiffre, et c'est à mon sens sûrement le plus important de notre webinaire aujourd'hui, c'est le chiffre de la représentativité. En 2018, donc issu des dernières élections dans la fonction publique, moins d'un agent sur 2 s'était finalement rendu aux urnes. Donc la participation s'est précisément établie à 49,8% sur l'ensemble de la fonction publique, soit une baisse par rapport à 2014 de 3 points. Donc moins 1,5 points dans la fonction publique de l'État, moins 3,1 dans la territoriale et moins 6 points dans la fonction publique hospitalière. Donc il ne faut absolument pas continuer cette dynamique, puisque au-delà de notre propre représentativité, c'est la représentativité de toutes les organisations syndicales qui est remise en question, si en réalité, moins d'une personne sur 2 vote. On l'a bien vu par exemple avec les élections présidentielles et certaines organisations politiques, où finalement, plus il y a d'abstention, plus le vote en lui-même est déconsidéré et la représentativité des élus va être elle-même déconsidérée. Donc vraiment, hein, j'insiste, c'est un des chiffres les plus importants. Il faut absolument faire remonter ce chiffre de la participation. Hein. Donc il faut convaincre de voter. Et bien sûr, c'est encore mieux si cette participation remonte avec l'augmentation, de la représentativité de la CFTC. Donc vraiment, hein, et je vais maintenant donner la parole à Thomas. Vraiment, on va vous donner quelques billes, mais vous allez voir qu'il y a d'autres outils pour justement augmenter cette représentativité et augmenter effectivement le nombre de personnes qui vont voter CFTC à ces élections dans la fonction publique. Oui, parce que on a l'impression à la CFTC que l'enjeu vraiment prioritaire pour cette campagne, ça va dans un premier temps être de trouver des candidats. Tout simplement parce que la particularité des élections dans la fonction publique, c'est qu'elle va nécessiter de déposer un immense nombre de listes. Par exemple, rien que pour la fonction publique territoriale, de mémoire, c'est plus de 400 listes qui doivent être déposées.
Donc vous multipliez ça par 3, vu qu'il y a 3 fonctions publiques. Donc ça suppose de trouver un très très grand nombre de candidats dans les collectivités, dans les établissements de santé, enfin partout où il y a des agents publics. Donc pour ce faire, en fait, vous pouvez très bien vous rapprocher des unions départementales qui ont identifié avec les fédérations concernées et avec la confédération finalement des cibles prioritaires pour lesquelles il est vraiment impératif pour la CFTC de déposer des listes de candidats, car sinon le risque finalement c'est vraiment de se disperser et de noyer nos forces. Donc selon la taille de l'établissement, selon la présence ou l'absence de la CFTC, le paysage syndical, il y a vraiment de vrais objectifs qui ont été identifiés par les fédérations, les UD et la confédération. Et d'ailleurs, je voulais rappeler que la confédération a mis en place quelque chose de très bien, c'est une prime pour toute nouvelle liste. En fait, pour toute élection prise en compte pour le calcul de la représentativité dans la fonction publique, une prime de 400 € sera versée à la structure ayant permis de déposer une nouvelle liste. Donc, il faut savoir aussi que si vous avez besoin d'outils, il y en a déjà un certain nombre qui ont été mis en ligne. Par exemple, pour la recherche de candidats, il y a aussi des animations très bien faites qui expliquent aussi les enjeux des élections dans la fonction publique. Donc, pour consulter tout ça, je vous renvoie ne serait-ce qu'à la chaîne YouTube de la CFTC qui l'explique très bien. Donc, comme vous l'avez compris, pour ces élections, il ne faut pas se disperser. Du coup, il y a des listes à prioriser. Par exemple, dans la fonction publique d'État, il faut absolument constituer des listes dans les CSA, les comités sociaux d'administration, les CSA ministériels, car en fait, du résultat de ces listes va être déterminée la représentativité syndicale de la CFTC. Et de cette représentativité vont dépendre les moyens syndicaux, le temps syndical, le droit à un local par exemple. Ça va aussi permettre à la CFTC de siéger dans certaines instances spécifiques. Ça va nous permettre d'avoir plus de poids dans les négociations. Donc c'est vraiment essentiel pour la CFTC. Dans la fonction publique hospitalière, c'est les listes concernant le CSE. Alors, ce n'est pas le CSE du privé, ici c'est le comité social d'établissement qui traite de toutes les questions relatives à l'organisation et aux conditions de travail. Donc, c'est les listes CSE qu'il va falloir privilégier, là aussi, parce que c'est celles qui comptent pour la représentativité. Et enfin, dans la fonction publique territoriale, il va s'agir des listes au CST, comité social territorial. Donc au-delà de déposer des listes, ce qui est quand même un pas très important, il va falloir dès maintenant faire campagne. Alors là, on est déjà dans la période de campagne ou de pré-campagne, c'est à vous de voir. Et dans tous les cas, il n'est jamais trop tôt pour commencer à communiquer et à sensibiliser les agents sur l'importance de ces élections et d'une représentativité pour la CFTC. Donc là, il y a plusieurs outils qui sont en préparation. Du côté de la Confédération, il y a un guide pratique, énormément de villages CFTC, dont certains vraiment spécifiques à ces élections qui vont être mis en place partout dans la France, sur tous les territoires. Il y a des émissions de télé qui vont sortir. Je sais que la Confédération prépare également un sondage IFOP auprès d'un très grand nombre d'agents publics. Il y aura aussi une campagne postale et digitale, tout comme une mobilisation des outils digitaux de la CFTC, le site, les réseaux sociaux et évidemment l'application. J'en profite pour faire sa pub et vous inviter à l'installer sur vos téléphones. Donc il va falloir bien anticiper ces élections, d'autant plus que en regardant un peu dans le détail, on a constaté qu'il peut y avoir deux difficultés pour constituer les listes. Par exemple, si on fait une différence avec ce qui se passe dans le privé, dans la fonction publique, il est possible de déposer des listes incomplètes, mais dans une très forte limite, puisqu'elles doivent être de 2/3 au minimum. Donc pour nous, on considère que ça peut être un frein à l'élaboration de ces listes, puisque dans le privé, on peut faire une liste avec seulement deux candidats. Là, par exemple, pour une liste, mettons un CSA local, qui comptera 5 titulaires et 5 suppléants, donc 10 élus, 10 sièges à pourvoir. Donc pour cette liste, il faut au minimum 2/3 de candidats, donc 6,66 candidats. Et comme il faut également déposer un nombre de candidats pair, il va falloir arrondir à l'entier supérieur. Donc pour une liste de 10 élus, il faut au minimum 8 noms. Donc vous voyez bien que la possibilité de faire des listes incomplètes, elle est vraiment très limitée.
Ensuite, il y a une deuxième difficulté dans ces listes que les salariés du privé connaissent bien, mais ici c'est un peu différent, c'est la proportion homme-femme. Donc, ici, la règle n'est pas la parité homme-femme. Dans la fonction publique, il doit y avoir une stricte proportionnalité au collège électoral, et ce, quelle que soit l'élection. Donc en fait, il va y avoir un calcul de proportionnalité pour chacun des collèges électoraux. Et il faudra qu'il y ait un pourcentage d'hommes et de femmes propres sur chaque liste. Alors, un petit exemple très concret, si vous avez 30 sièges à pourvoir, dans un collège où il y a 62% de femmes, et 62% de 30, ça fait 18,6. Donc il faudra 18 ou 19 femmes sur cette liste. Donc, vous voyez bien la difficulté que peuvent rencontrer les équipes lorsqu'ils vont constituer leur liste. Et c'est des choses qu'il convient au maximum d'anticiper. Donc, avant d'enchaîner sur les revendications de la CFTC-CAD et vraiment le cœur de métier de beaucoup d'agents publics, je crois que Clémence, tu voulais nous dire un tout petit dernier mot. Tout à fait. Oui, donc je voulais parler un peu des leviers pour parvenir à réussir votre campagne. Effectivement, il y a les outils confédéraux, mais ça n'empêche pas bien sûr d'avoir vos propres initiatives dans ce cadre-là. Donc faire des tracts. Je tiens à préciser pour les tracts que, attention, ça peut être un piège également. C'est-à-dire que si vous mettez 3 heures à faire un tract, il vaut mieux passer dans les bureaux et dire voilà, il y a des élections le 8 décembre, voilà les revendications qu'on a, et discuter avec quelqu'un, que faire un tract qui va vous prendre 3 heures et que peut-être peu de gens vont lire. Mais c'est une possibilité, les tracts ça montre que vous êtes présent, mais comme je vous disais, attention de ne pas tomber dans le piège de mettre 4 heures à faire un tract, ce serait un peu dommage. Donc bien sûr, vous pouvez faire des productions de fonds. Là encore, des communications précises sur certains thèmes, l'indice du point, par exemple, la santé au travail, que sais-je, et sur l'actualité, par exemple, faire des veilles sur ce qui se passe dans votre ministère, dans votre hôpital, dans votre école, potentiellement. Ça va être également de faire connaître autour de vous les problématiques de la fonction publique, donc ne pas hésiter. Comme je vous disais, il y a 5,56 millions de cadres, d'agents publics. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on connaît tous quelqu'un qui est dans la fonction publique. Donc il faut parler à ces personnes-là et faire connaître à ces personnes-là les problématiques et surtout les revendications qu'on défend dans le cadre de ces élections. Et qu'on ne pourra défendre ostensiblement que si on est représentatif et que si on a des sièges aux fameux comités sociaux dont vous parlait Thomas. Donc vraiment, l'importance aujourd'hui et à partir de ce webinaire, et je pense que même ça aurait pu être fait avant, ça va être de convaincre au moins 2 personnes de vos connaissances autour de vous de voter ou de faire voter CFTC dans la fonction publique. Ça va être également, Thomas parlait de se concentrer sur les comités sociaux, mais potentiellement d'effectuer des visites dans tous les établissements secondaires. Alors là, je ne parle pas d'établissements secondaires au sens académique du terme, je parle de tout ce qu'on peut considérer comme établissement secondaire. Une petite EHPAD, par exemple, une petite école. Il faut savoir qu'un certain nombre d'établissements, quand ils sont en dessous de 50 salariés, même en dessous de 40 salariés, de 40 agents publics, excusez-moi, pourront dans ce cadre-là, présenter en fait des sigles. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, par facilité, contrairement à ce qu'expliquait Thomas, dans ces petites collectivités ou établissements, vous pouvez juste présenter le sigle CFTC. Donc c'est tout à fait possible d'aller voir les personnes dans ces établissements et dire attention, j'ai présenté un sigle CFTC et donc il est possible pour toi de voter CFTC et voilà ce que nous on propose en tant que CFTC. Ça va être également, bien sûr, de rencontrer, grâce à des permanences potentiellement, les adhérents et les collègues de travail. Mais attention, les rencontres avec les adhérents, ça ne fait pas tout. J'ai tendance souvent à dire dans les formations qu'il faut distinguer le militant, l'adhérent et le sympathisant pour faire sa campagne. L'adhérent n'est pas forcément militant. Je peux avoir pris ma carte à un moment et ne pas forcément militer pour le mouvement. Le sympathisant n'a peut-être pas forcément envie de prendre sa carte, mais il est déjà d'accord avec vos idées. Donc c'est comment j'allie ces 3 mouvements, c'est-à-dire celui qui milite vraiment, celui qui juste est adhérent ou celui qui est sympathisant,
dans ma campagne et comment je leur donne le message, les mots-clés qui vont me permettre d'aller convaincre les gens le plus possible, comme je vous disais, à la fois dans les comités, dans les grosses structures, les grands ministères par exemple, avec les comités sociaux de l'administration, mais à la fois comment je vais convaincre dans des toutes petites structures de voter le sigle CFTC. Donc n'hésitez pas à multiplier les rencontres et aussi, comme je vous disais, à vous faire des listes. Qui est adhérent chez nous, qui est militant en plus d'être adhérent et qui est sympathisant et peut être transformé en outil de campagne comme un militant. Et là-dessus, du coup, je vais passer la main à Thomas qui va effectivement vous parler des revendications que nous on a en tête, mais là encore une fois il y aura un espace d'échange avec vous, donc n'hésitez pas à la fin de notre intervention, on pourra rediscuter de ces revendications. Mais effectivement voilà un certain nombre que nous on a déterminé et donc je vais laisser Thomas vous en parler. Les revendications dans la fonction publique, on pourrait en parler des heures. Malheureusement, on n'a pas toute la journée et votre temps est, j'imagine, très précieux. Du coup, on s'est concentré vraiment sur certains aspects qui reviennent le plus souvent et qui peuvent être finalement communs à toutes les fonctions publiques. On ne veut pas empiéter sur le travail des fédérations. Nous, on s'en inspire, on essaye de regarder les travaux qui sont faits à droite à gauche pour dégager vraiment des problématiques propres à chaque fonction publique. Donc parmi les premières revendications qu'on peut identifier, c'est vraiment améliorer la qualité de vie au travail des agents publics. On le sait, même si on n'est pas forcément fonctionnaire ou autre, la fonction publique connaît depuis de nombreuses années des profondes mutations qui ont pu déstabiliser les agents publics et diminuer la qualité de vie au travail. Donc la dernière transformation en date, et Clémence vous en parlera dans une troisième partie, c'est la loi de transformation de 2019 qui chamboule vraiment complètement la représentation du personnel dans les trois fonctions publiques en fusionnant les différentes instances de représentation. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'en fait, il y a un problème dans de qualité de vie au travail dans la fonction publique, ne serait-ce que quand on regarde les chiffres de l'absentéisme qui sont un bon indicateur. Et l'absentéisme dans la fonction publique est particulièrement élevé. Par exemple, dans les collectivités locales, à l'hôpital, il y a certaines études qui montrent que l'absentéisme a augmenté de près de 30% en 10 ans, et c'est vraiment propre à ces secteurs. Ce qu'on constate aussi, en fait, c'est que presque 90% des agents, paradoxalement, sont vraiment satisfaits de remplir une mission d'intérêt général. Ça leur tient à cœur. Et ils en sont finalement souvent très fiers. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'ils déplorent ne pas avoir la possibilité de bien faire leur travail. D'après le CEVIPOF, par exemple, qui est un laboratoire d'analyse de sciences politiques de Sciences Po, il est tout à fait clair, par exemple, que la motivation des agents est fortement liée à la qualité du service apporté au public. Donc pouvoir servir les usagers et le public dans des conditions satisfaisantes, c'est évidemment un élément important de motivation, et pour nous, l'accent doit être mis sur cet élément. Mais la qualité de vie au travail, c'est aussi prendre soin, vous savez, de la santé au travail des agents et donc de prévenir les risques liés à la santé de ceux-ci. On a eu un plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux en 2014, mais les retours de terrain que nous, on nous fait à la CFTC ne sont absolument pas bons. Depuis 2014, on déplore toujours un manque de soutien, une mauvaise articulation des services, une formation insuffisante pour tous les agents et une évaluation des risques qui est quasi inexistante. Il y a une étude aussi que j'ai trouvée très intéressante de la mutualité de la fonction publique qui nous apprend que plus de la moitié des personnes interrogées considèrent que le travail dégrade leur santé ou la dégradera dans l'avenir. C'est une proportion énorme et qu'on retrouve par exemple pas chez les salariés du privé. Il faut aussi, surtout après la crise sanitaire, réussir à opérer enfin la transition digitale dans la fonction publique. Il faut tirer les leçons du confinement. Le télétravail s'est aussi généralisé dans la fonction publique, pour ceux qui peuvent.
et cela a pu permettre d'améliorer dans une certaine mesure les conditions de travail, mais à condition qu'il n'y ait pas d'abus. Il doit y avoir évidemment de l'équité dans le télétravail, une réversibilité, un droit à la déconnexion, une transparence. Il faut aussi pouvoir accompagner ceux pour qui l'intégration des outils numériques n'est pas toujours bien vécue, on peut le comprendre, mais aussi il ne faut absolument pas oublier ceux qui ne sont pas éligibles au télétravail. Plus généralement, les nombreuses transformations qu'ont connues la fonction publique exposent les agents, mais aussi le personnel d'encadrement qui doit vraiment faire évoluer ces méthodes de travail et qui voit l'organisation du travail complètement bouleversée dans leur service. Donc, enfin, il y a un petit mot que je voulais dire sur l'égalité professionnelle, parce que c'est un chantier qui est énorme dans la fonction publique. Il y a eu plusieurs rapports récemment, notamment l'Observatoire des inégalités, un organisme très connu, qui montre que, par exemple, dans la fonction publique territoriale, la représentation des femmes occupant un poste d'encadrement ou de direction est de 31%, il est de 33% dans la fonction publique, alors que dans ces deux fonctions publiques, les femmes représentent 2/3 des emplois. Donc c'est complètement inacceptable pour la CFTC cadre et il faut absolument briser ce plafond de verre et permettre aux femmes d'accéder aux postes à responsabilité dans la fonction publique. Donc tout ça nous fait dire finalement à la CFTC cadre qu'il est vraiment essentiel de développer une meilleure qualité de vie au travail dans la fonction publique, comme dans le privé d'ailleurs, car elle permet tout simplement de donner du sens au travail, une notion particulièrement développée dans le public, on l'a vu, de favoriser l'engagement et la motivation, de prévenir les risques pour la santé des agents, qu'il s'agisse de risques pour leur santé physique ou leur santé mentale, avec l'explosion des risques psychosociaux dans certaines administrations, de mieux appréhender les transformations qui sont en train de s'opérer. Je pense par exemple à la transformation digitale, et enfin de concilier les temps de vie, puisque les agents publics voient leur vie personnelle de plus en plus grignotée par le travail. Donc ça, c'était relatif à la qualité de vie au travail. Mais il y a un point très important, qui est la rémunération des agents publics. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je voudrais insister. Je suis désolé, comme je vous l'ai dit, on n'a pas énormément de temps, on va peut-être devoir zapper certains points, mais on voulait absolument aborder la question de la rémunération, car les agents publics subissent depuis plusieurs années une très très grave perte de pouvoir d'achat qu'on va détailler. Donc la bonne nouvelle, vous en avez sûrement entendu parler, c'est qu'Emmanuel Macron a promis pendant sa campagne électorale une hausse des salaires des agents publics avant l'été. Alors évidemment à la CFTC cadre, on s'en réjouit, d'autant que les déclarations précédentes de la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, allaient plus vers un maintien du gel du point d'indice pour une 5e année consécutive. Donc en fait, il y a eu des déclarations contradictoires, on peut imaginer que celle d'Emmanuel Macron primera. Mais en tout cas, la revalorisation du point d'indice, c'est une vieille revendication de la CFTC, et ça nous semble primordial, puisque vraiment puisque plusieurs organismes, c'est pas que la CFTC, estiment la perte de pouvoir d'achat des agents de la fonction publique de 20% sur les 20 dernières années, notamment en raison du gel du point d'indice. Par exemple, dans la fonction publique territoriale, en 22 ans, c'est-à-dire de 1994 à 2016, le point d'indice a augmenté de 19%, alors que l'inflation, elle, sur cette même période, a pris 39%. Donc déjà là, on a déjà sur cette période un écart de plus de 20%. Et depuis 2017 de mémoire, il y a eu une revalorisation de 1,2%, mais depuis 2017, on a environ 6% d'inflation et un maintien du gel du point d'indice. Et il y a, comme je vous le disais, c'est pas une lubie de la CFTC cadre, cette revalorisation du point d'indice. Il y a énormément de chiffres qui sont vraiment effarants. Par exemple, on peut trouver du côté de l'INSEE des chiffres intéressants qui constatent, par exemple, que de 2009 à 2019, les salaires des agents publics ont diminué. C'est calculé. Les salaires ont diminué de 0,7%,
alors que ceux du privé ont augmenté, eux, de près de 5%. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui nous dérange, nous, dans cette politique qui est menée avec des déclarations contradictoires, finalement, c'est l'absence de lisibilité pour les 5,5 millions d'agents publics quant à leur rémunération. On se demande, est-ce qu'il y a vraiment une politique de rémunération dans la fonction publique ? En fait, on constate que les agents publics subissent des à-coups salariaux. C'est-à-dire que longtemps, on leur applique une politique d'austérité, et le lendemain, si les tensions sociales deviennent trop importantes, ils vont bénéficier d'une revalorisation. Je pense récemment, par exemple, au Ségur de la santé, qui était complètement bienvenu, ou encore au Beauvau de la sécurité, mais c'est vraiment des à-coups. Clairement, on se rend compte que dans l'ensemble, de toute façon, de la fonction publique, la rémunération est beaucoup trop faible. Les agents du public ont vu leur pouvoir d'achat se dégrader et ont un sentiment clair, évident de déclassement. Alors ça fait baisser l'attractivité des métiers du public, ce qui est vraiment regrettable. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une baisse significative, par exemple, du nombre de candidats au concours de la fonction publique, ce qui reflète bien le manque d'appétence de plus en plus pour les jeunes qui ne se tournent plus vers vers la fonction publique, tout simplement. Et au-delà du niveau de revalorisation, du niveau de rémunération, il y a quelque chose sur lequel on voulait insister à la CFTC CAD, c'est aussi le système de rémunération dans la fonction publique qu'il va falloir revoir. En fait, au-delà du point d'indice et du montant de la rémunération, c'est le système qui est illisible et trop complexe, trop disparate. On constate qu'il y a des primes illisibles qui représentent pourtant une part très très importante, de plus en plus importante, de la rémunération des agents publics. Et avec le gel du point d'indice, en fait, ce qu'on constate, c'est un effet vraiment très pervers, qui est que le SMIC augmente plus vite que le traitement insidiaire, ce qui entraîne de facto un tassement des grilles insidiaires. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait ? C'est que vous avez beau évoluer dans la fonction publique, vous avez beau changer d'échelon, bénéficier d'une promotion, comme le point d'indice est gelé, et que le niveau des prix monte, même avec une faible inflation, l'évolution de carrière ne vient plus compenser l'inflation. Et il en découle que de plus en plus d'agents publics de catégorie B, de catégorie C, sont payés au SMIC. Et que même certains agents publics de catégorie A sont payés 200 € de plus que le SMIC. Donc pour nous, c'est absolument indispensable de revoir le point d'indice et surtout la manière de calculer la rémunération des agents publics. Donc il faut une refonte en profondeur, il faut apporter beaucoup plus de transparence, d'attractivité, de valorisation pour la rémunération des agents publics. Donc on peut se demander, est-ce qu'il ne faut pas revenir à une indexation, ne serait-ce que sur les salaires, qui permettrait vraiment un lissage des rémunérations, de simplifier le système et surtout de valoriser les métiers, les fonctions et les responsabilités, plus que le statut fonctionnaire, contractuel. Il y a des différences que nous, on a du mal à comprendre. Par exemple, qu'est-ce qui justifie qu'un vacataire soit exclu des primes ? Pourquoi vouloir absolument récompenser la performance individuelle, difficile à évaluer dans le cadre d'un service public, plus que la performance collective. Donc la CFTC cadre, comme les fédérations, par exemple, je pense à la Fédération Santé Sociaux qui a fait du gros travail sur le sujet, considère qu'à défaut de refonte du système de rémunération, il est vraiment urgent d'intégrer les primes ou à minima une partie des primes, par exemple, dans le calcul de la retraite. Là aussi, c'est un point important. Les agents de la fonction publique, les fonctionnaires sont souvent dénigrés. On leur dit, pardonnez-moi de l'expression, mais on leur balance que le taux de remplacement des fonctionnaires est largement plus avantageux que celui du privé. Alors, techniquement, c'est pas faux, puisque oui, il est de 75% dans la fonction publique contre 50% dans le privé. Et il faut aller voir derrière, tout n'est pas aussi simple. En fait, ce taux de remplacement de 75%, il porte sur une rémunération qui est déjà en moyenne presque 20% inférieure à celle du privé.
Et en plus, une grande partie de cette rémunération, pour les catégories A, ça va généralement jusqu'à 30%. Donc une grande partie de cette rémunération est constituée de primes qui ne sont pas retenues pour le calcul de la retraite. Donc pour les agents publics, en fait, c'est dramatique parce que ce qu'on constate, c'est que pour énormément d'entre eux, le passage à la retraite va constituer finalement un brutal appauvrissement, ce qui est vraiment anormal pour la CFTC4. Et d'ailleurs, pour compenser ça, excuse-moi, je te coupe, mais pour compenser ça, souvent on a tendance justement à changer de grade l'agent public dans les 6 derniers mois pour effectivement compenser ce problème dont on est en train de parler. Donc ça veut bien dire qu'on cherche des mécanismes tellement pour compenser, tellement le système est désavantageux en réalité pour les agents publics. Voilà, au-delà de la rémunération, qui est évidemment un pan très important des revendications, il convient évidemment d'apporter une meilleure reconnaissance au travail des agents publics, puisque à la CFTC cadre, évidemment on est affilié à la Confédération CFTC, et on a tous des valeurs humanistes. Donc pour nous, il est primordial de reconnaître l'utilité sociale de toutes les professions des agents publics, que ce soit les enseignants, les policiers, le personnel de la justice, d'autant plus qu'un grand nombre d'entre eux, pendant la période de la crise sanitaire, ont été des travailleurs en première et en deuxième ligne. Donc il convient de récompenser leurs efforts, c'est juste le juste retour des choses. Pour tous les agents du public, nous voulons vraiment que soient accrues finalement les possibilités de formation tout au long de la vie. Donc ça veut dire augmenter les offres de formation qui sont vraiment trop minces dans la fonction publique. Ça veut dire également valoriser les acquis de l'expérience, provoquer plus de promotion interne. En fait, ce qu'on voudrait, c'est créer vraiment des perspectives de carrière dans la fonction publique et développer, par exemple, des accès inter-fonction publique avec la création de passerelles d'intégration simples et efficaces. Je vais finir là-dessus parce que ça nous semble aussi important, c'est de développer les liens avec les usagers du service public. On doit aussi améliorer les choses pour eux et en fait nos intérêts, les intérêts des agents comme des usagers sont communs. On a un besoin croissant de services publics dans les villes, dans les territoires et en même temps on nous annonce des réductions d'effectifs quasiment chaque année. Il faut qu'agents et usagers retrouvent confiance dans leurs institutions et surtout soient beaucoup plus associés aux transformations qui les touchent. Voilà pour le survol des revendications qu'on a pu qu'on a trouvé les plus essentielles et les plus communes à toutes les fonctions publiques. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, je ne veux pas rentrer dans le détail. Après, on me reprocherait de privilégier plutôt les problématiques des enseignants ou des soignants. Voilà. Pour tout ce qui est un peu plus précis, je vous conseille de vous référer à vos fédérations. Il y a un énorme boulot qui est actuellement fait par chacune des fédérations avec des revendications très très précises, très très concrètes. Voilà. Vous revenez vers moi ou vers elle et on vous mettra évidemment en contact. Oui, et puis et puis pour poursuivre ce que tu disais, il me semble, j'avais lu là encore dans les études statistiques sur cette question, qu'il y avait quelque chose comme plus de 5000 métiers dans la fonction publique. Donc effectivement, entre la personne qui travaille dans un ministère, le soignant, ou tout simplement la personne que vous voyez dans un parc et qui s'occupe des fleurs et du maintien de l'entretien du parc, forcément n'ont pas les mêmes revendications métiers. Donc effectivement, pour ce qui est encore plus poussé, on vous invite à vous rapprocher potentiellement de vos fédérations. Donc voilà, donc l'idée maintenant dans cette dernière partie de notre webinaire, ça va être de parler du rôle des représentants des élus et donc quelles compétences pour les commissions administratives paritaires et pour les comités sociaux. Donc l'idée étant ici de dire justement comment les revendications dont vient de parler Thomas peuvent s'insérer dans le rôle que vous aurez après les élections du 8 décembre 2022.
Donc, comme je vous le disais, les nouvelles compétences à la fois des commissions administratives paritaires et des comités sociaux ont été modifiées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Donc on va parler dans un premier temps des compétences des commissions administratives paritaires. Il faut savoir qu'à la base, c'est pour ces commissions que la plupart des gens se déplaçaient pour voter parce qu'elles ont une incidence lorsqu'il s'agit de décisions et de questions individuelles, soit à la demande de l'administration, soit à la demande du fonctionnaire. Il y avait une incidence puisqu'il y avait une sorte de codécision entre les élus du personnel et les instances de représentation de l'administration. Donc vraiment, effectivement, c'était la commission administrative qui était par excellence l'alpha et l'oméga que voulaient atteindre les organisations syndicales quand elles faisaient des listes. Sauf que ces commissions, depuis la loi du 6 août 2009, et finalement petit à petit, d'année en année, ont perdu des compétences. Donc effectivement, comme je vous le disais de manière globale, elles sont toujours compétentes lorsqu'il s'agit de questions individuelles, soit à la demande de l'administration, soit à la demande du fonctionnaire. Elles sont constituées pour les 3 catégories hiérarchiques A, B et C, et elles sont réunies pour traiter les dossiers de tous les fonctionnaires, stagiaires et titulaires, à temps complet ou à temps non complet. Donc c'est ce que je vous disais, on va voir comment leur fonctionnement a été réorganisé petit à petit par la loi du 6 août 2019. Donc ça, c'est la première perte de compétences. Alors c'est pas la première dans le sens, excusez-moi, dans le sens dans le sens chronologique, voilà, c'était le mot que je cherchais, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est celle qui va s'appliquer là à partir de 2022. Donc la loi va mettre fin au groupe hiérarchique au sein de ces commissions administratives paritaires. Ça veut dire que les fonctionnaires d'une catégorie A, par exemple, examineront les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires qui relèvent de la même catégorie. Donc ça veut dire que là où avant il y avait une vraie distinction de cadre d'emploi et de grade, maintenant la seule chose qui primera, c'est juste voilà, un catégorie A peut donner un avis sur un autre catégorie A, peu importe finalement dans quel cadre d'emploi il se situe ou dans quel grade il se situe. Donc ça effectivement, ça va s'appliquer dès le 8 décembre 2022 avec la mise en place des nouvelles instances. Mais ce n'est pas les seules compétences qu'ont perdu les commissions administratives paritaires. Elles ont également perdu les consultations en matière de mobilité, de promotion et d'avancement. Donc effectivement, on se trouve dans une situation où, là où avant il y avait codécision sur un certain nombre de questions de mobilité, de questions individuelles des agents publics sur la mobilité, la promotion et l'avancement, ça deviendra finalement une décision unique de l'administration sur lequel un salarié, un agent public pourra potentiellement faire un recours dans les 2 mois. Donc ça veut dire que maintenant, la décision est prise par l'administration et il y a un recours, là où avant, il y avait une codécision qui était prise entre les représentants élus et l'administration. Donc vous voyez, une énorme perte de compétences de ce côté-là. Et donc, effectivement, des recours, les recours de fonctionnaires contre les décisions défavorables ne pourront se faire en matière de mobilité, d'avancement et de promotion interne que par le biais d'un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice d'un recours administratif, donc contre ces fameuses décisions individuelles défavorables. Donc c'est là qu'intervient encore une fois la première partie de ce qu'on vous disait et l'importance de notre représentativité. Il faut savoir qu'au sein de la fonction publique de l'État, seront considérées comme représentatives des organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège au sein du comité social d'administration. Donc il faut bien comprendre que si je veux pouvoir faire mon recours avec un élu CFTC et non pas avec un élu CGT qui va peut-être pas me faire le recours que je souhaiterais auprès de l'administration, il faut que nous soyons représentatifs dans les comités sociaux. C'est ce que disait Thomas et on va le revoir dans notre deuxième partie puisque là, on est effectivement sur la décision individuelle administrative des commissions administratives paritaires.
Donc, effectivement, un nouveau dispositif également en 2023 qui a été créé, c'est une commission unique qui peut être créée pour au moins 2 catégories hiérarchiques lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à 40. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Thomas, avec finalement cette élection de sigle. C'est qu'effectivement, sur demande de l'administration et des élus, il pourra potentiellement, au moins 6 mois avant la date du scrutin, décider de mettre en place une commission unique qui effectivement concernera plusieurs catégories, enfin au moins 2 catégories hiérarchiques. Donc effectivement, là aussi, même si c'est soumis à certaines conditions, c'est avoir, par exemple, les collectivités et les établissements qui sont affiliés à titre volontaire et qui ont conservé à la date de leur affiliation l'organisation des CAP, effectivement pourront créer cette commission unique. Donc voilà, parce que effectivement j'ai fait un brassage général, je voulais vraiment vous remettre l'ordre chronologique sur cette perte de compétences de nos commissions. Donc à partir du 1er janvier 2020, toutes les décisions qui sont relatives à la mutation, le détachement, l'intégration, la réintégration après détachement, la mise à disponibilité des fonctionnaires et qui prendraient effet à compter du 1er janvier 2020 ne sont plus soumises à avis préalable des CAP au sein d'aucun des 3 versants de la fonction publique. Donc vous voyez, c'est très important, c'est ce que je vous disais, à partir du 1er janvier 2020, on n'était déjà plus co-décisionnaire sur ces questions-là. Ensuite, excusez-moi, à partir du 1er janvier 2021, les critères relatifs aux avancements de grade et à la promotion interne sont définis dans le cadre de lignes directrices de gestion élaborées par les différents employeurs ou leurs représentants au sein de chaque versant de la fonction publique après avis des comités techniques. Donc là aussi, on voit que sur les critères liés à l'avancement de grade, on sera uniquement sur des lignes directrices de gestion élaborées par l'administration et les employeurs. Et on n'est plus sur une codécision avec effectivement les élus. Et à partir du 1er janvier 2023, c'est ce que je vous disais déjà, suppression des groupes hiérarchiques au sein des CAP. Et donc, dès les prochaines élections professionnelles, c'est ce que je vous disais, on sera sur les catégories et non plus sur le cadre d'emploi et les grades. Donc une catégorie A pour une catégorie A en termes de mobilité, etc. Maintenant, on va passer effectivement aux compétences des comités sociaux, qui, effectivement, Thomas vous l'avait expliqué, en fait, vont prendre le relais avec les comités, les anciens comités techniques et les CHSCT qui existaient dans la fonction publique. Donc, à partir du 1er janvier 2023, c'est-à-dire suite à l'élection du 8 décembre, les comités techniques et les CHSCT vont être complètement remplacés par ces nouveaux comités sociaux. Donc, CSA pour l'administration, comités sociaux de l'administration pour la fonction publique d'État, comités sociaux territoriaux pour la fonction publique territoriale, bien sûr, et les comités sociaux d'établissement pour la fonction publique hospitalière. Donc très rapidement, parce que effectivement, vous ne pensez pas avoir forcément le temps de tout vous dire, et puis on va en plus organiser un deuxième webinaire début septembre sur ces questions-là. Donc voilà, donc effectivement, en bref et rapidement, les compétences de ces comités sociaux territoriaux sont principalement d'être consultés sur certains thèmes. Donc vous serez consultés et vous rendrez des avis sur l'organisation, le fonctionnement des services et l'évolution des administrations. Ça montre parfaitement ce que disait Thomas, c'est comment nos revendications au quotidien vont pouvoir finalement s'incarcérer avec justement le rôle important que vous avez dans ces commissions. Pareil pour l'accessibilité et la qualité du service rendu aux usagers. Vous serez également consulté sur les orientations stratégiques, sur les politiques de ressources humaines. Donc vous voyez, sur la décision individuelle, vous n'êtes plus consulté en CAP. En revanche, vous êtes encore consulté dans ces comités sociaux, d'où leur importance, sur les lignes directrices de gestion en matière de ressources humaines. Donc là encore, est-ce qu'on recrute par exemple trop de contractuels? Ça va être des débats que vous aurez typiquement dans ces comités sociaux. Et comme disait Thomas, puisqu'il y a un vrai problème de politique d'égalité professionnelle, c'est aussi dans ces comités qu'on discutera enjeux et politique d'égalité professionnelle et lutte contre les discriminations. Il en va de même
en ce qui concerne les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale. Donc là aussi, je pense qu'un grand nombre d'agents sont très intéressés par cette question. Et bien sûr, et on en revient à ce que disait Thomas, les questions de la protection de la santé, hygiène, la sécurité aussi des agents dans leur travail, qui vraiment pose problème et doit être questionné au sein de vos revendications. Et l'organisation du travail. Donc, dans l'organisation du travail, il y a effectivement la question du droit à la déconnexion, le télétravail et toutes les problématiques digitales qui ont vu le jour ces derniers temps et d'autant plus avec le confinement. Donc les compétences cette fois-ci des comités sociaux de l'administration, puisque là on était sur le territorial, c'est exactement les mêmes. Donc on est sur de la consultation sur un certain nombre de thèmes que je vous ai listés ici, qui sont les mêmes, sauf effectivement le dernier que je vous ai mis en gras, qui concerne toute autre question prévue par décret en Conseil d'État. Donc, à n'importe quel moment pour les comités sociaux de l'administration, si un Conseil d'État prévoit un plan particulier sur la fonction publique d'État et sur donc les agents, par exemple, potentiellement des ministères, eh bien, ça devra être automatiquement mis à l'ordre du jour de mon comité social de l'administration pour consultation des élus. Et enfin, je voulais vous parler des compétences des comités sociaux d'établissement. Donc là, effectivement, comme on est dans la fonction publique hospitalière, cette fois-ci, il y a quand même des différences. Donc, elles vont être là encore consultées sur certains thèmes. Donc, ça va être le règlement intérieur de l'établissement, ça va être le plan de redressement de l'établissement, le cas échéant. Ça va être également de se prononcer sur le plan global de financement pluriannuel donc de l'hôpital, de l'établissement en question. Ça va être également l'accessibilité et la qualité des services rendus, mais attention ici, à l'exception de la qualité de soins, on n'est pas ici élu pour dire est-ce que les soins sont bons ou pas, ou des questions qui relèvent de la commission médicale ou de la commission des usagers ou des soins infirmiers. L'idée, c'est vraiment en termes de services, est-ce que l'accessibilité et la qualité est présente. À l'organisation interne aussi de l'établissement de santé, mais aussi au projet de réorganisation des services et également à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire sur ces questions-là. Je crois qu'on est, oui, ça fait 1 heure pour poil. Je vais dans les temps. Oui, on est dans les temps. Du coup, si vous avez des questions ou tout simplement des remarques, parce que là encore, on n'est pas sur, voilà, des témoignages, on n'est pas forcément que sur des questions. Si vous voulez apporter, par exemple, votre pierre à l'édifice en disant voilà comment moi je construis ma campagne, c'est avec plaisir qu'on vous écoutera et c'est aussi, on est aussi là aussi pour partager toutes vos expériences et les mettre en commun. Donc je ne sais pas s'il y a eu des questions particulières sur le TP, j'ai pas eu le temps de regarder en même temps, mais du coup vous pouvez rallumer vos micros potentiellement si quelqu'un veut intervenir. Oui, je veux bien, moi, la CFTC des territoriaux de l'Orne, bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai noté dans votre exposé qu'il y avait une participation de nos unions départementales. Les UD auraient identifié les cibles prioritaires. Je ne suis pas certain que cela ait été fait dans toutes les UD. Comment est-ce que ça a été organisé avec la Confédération ? Alors, il me semble que ce sont les fédérations, typiquement santé sociaux, fonction publique territoriale et EPR, enseignement public et recherche, qui ont identifié les cibles principales et qui les ont communiquées aux unions départementales. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit la semaine dernière par Jean-Michel Tessier, qui nous présentait un petit topo sur les élections. Donc, j'en sais pas plus, parce que j'ai appris ça la semaine dernière, je l'ai rajouté à mon exposé. Alors peut-être que certaines UD n'ont pas encore reçu les cibles prioritaires, ou peut-être que je ne sais pas exactement, mais a priori c'était déjà en état de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des représentants de nos fédérations là ? Oui. Donc Annie Toudic, donc de la Fédération Enseignement et Formation. En fait, il y a quand même, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'il y a un comité de pilotage qui est mis en place donc au niveau de la Confédération pour les élections fonction publique, donc avec les 5 fédérations concernées
par ces élections et donc ont été aussi intégrées quelques unions régionales les plus importantes. Et il y a eu tout un travail qui a été fait, comme un certain nombre, des visios qui ont été mises en place justement avec les unions régionales. Après, charge aux unions régionales de décliner, voilà, avec leurs unions départementales. Il y a déjà eu tout quelque chose qui a été mis en place à ce niveau-là. Et moi, si je peux juste rebondir, donc bonjour à tous, Rémi Boulet, conseiller confédéral, et effectivement, donc je viens confirmer ce que Annie vient de dire. Il y a un comité de pilotage, mais il y a aussi la commission confédérale de la fonction publique, donc qui est animée par Jean-Michel Tessier. Moi, j'y siège en tant que son adjoint dans cette commission. Et à savoir qu'effectivement, donc il y a eu le jeu des cibles qui avait été demandé il y a maintenant plusieurs mois aux fédérations, donc ça avait été fait, ça a été transmis normalement aux UR et aux UD, donc j'espère que ça a été transmis jusqu'à vous. Et il y a aussi eu une plateforme de revendication commune à toutes les fonctions publiques CFTC qui a été faite. Donc là, Thomas, il en a redit une grande partie où ça se retrouvait dans nos travaux. Et voilà, mais il y a eu un gros travail en amont avec les 5 fédérations qui contiennent du public et depuis plusieurs mois derrière. Oui, notamment les territoriaux, hein, puisque Valérie, vous en êtes issue. Il y a pas mal de revendications, voire de tracts sous forme A4, recto, verso. Oui, il y a des tracts. Oui. Voilà, peut-être que je vous invite à contacter directement la fédération si vous voulez qu'elle vous envoie le matériel ou qu'elle vous fasse participer à concrètement sur le drive. Ça, c'est bon, c'est mis en place, il y a une commission de communication, mais je pensais qu'il y avait autre chose supplémentaire de mis en place avec la Confédération. Bah, si vous voulez, en fait, la Confédération, nous, on a mis les grandes idées communes, on a réussi à faire parler tout le monde ensemble. Après, on a lancé au niveau, donc, mais ça, je vous parle de ça, c'est déjà il y a plusieurs mois en arrière, hein. Les plateformes, les idées revendicatives qu'on invite le mouvement à se saisir. Et après, c'est les fédérations qui doivent gérer leur campagne au niveau technique. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit effectivement tout à l'heure, alors j'en finirai avec ce dernier point, je laisserai la parole aux autres intervenants. En fin de compte, ce qui pose problématique sur la territoriale notamment, c'est qu'au niveau salaire, effectivement, on va avoir une revalorisation du point d'indice. C'est une promesse, on verra ce qu'il en adviendra début juillet. Mais le souci, c'est que dans chaque petite mairie, dans chaque syndicat, dans chaque CIVOM, on a un régime indemnitaire qui est complètement différent selon le souhait, le bon vouloir de l'équipe d'élus en place. Et voilà, il y a des disparités de rémunération extrêmement importantes et il n'y a rien d'harmonisé là-dessus. Comme il n'y a aucune obligation de donner aux maires de verser un régime indemnitaire conséquent, eh ben, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est très insatisfaisant encore aujourd'hui, hein. Oui, c'est ce qu'on disait sur la lisibilité, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai problème et discrétionnaire et grille tarifaire dans la fonction publique. Oui. Quelqu'un d'autre voulait intervenir? J'avais Tony qui voulait la parole. Vas-y, Tony. Ouais, bonjour à tous. Donc Tony Trou, moi je suis président de l'UD 58 dans la Nièvre et premier vice-président de la grande région Bourgogne-Franche-Comté à l'UR. Donc effectivement, il y a eu tous les documents avec les zones cibles bien déterminées par le national, hein, où ça a été redistribué dans les UD et après retransmis aussi dans les sections qui sont bien formées déjà. Voilà. Après, effectivement, il y a des zonages, des endroits où ils sont pas automatiquement bien situés, que souvent surtout sur l'hospitalière. Ensuite, bon, moi j'ai fait plusieurs réunions déjà avec Jean-Michel Tessier et puis d'autres personnes sur tous ces thèmes-là, et ils sont pas figés en fait, parce qu'il y a eu des études de fait, mais sont pas
automatiquement bien dans le bon zonage, parce que c'est souvent des succursales où ils n'ont pas du tout de vision documentée notre syndicat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter sur vos dires. Donc le ciblage est un moindre mal, mais il va falloir encore plus bosser au niveau le plus local finalement, hein, parce qu'il va falloir faire, comme le disait Clément, travailler ses connaissances, son réseau personnel, son réseau CFTC. Vous le disiez très bien, on connaît tous quelqu'un qui travaille dans une mairie, dans un ministère ou autre. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à se faire passer le mot et à mettre en avant les valeurs humanistes, universelles de la CFTC. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, je vois des questions. Les documents seront mis en ligne, donc je vois que Marie y a répondu. Mais oui, on va émettre en ligne l'enregistrement et vous pouvez effectivement demander les PowerPoint par ailleurs à Marie qui vous a mis son adresse mail dans encore un des messages que vous pouvez voir sur le côté. Ah non, je suis en train de toucher à ça en fait. Moi, je croyais que je faisais ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, on a fait le tour. Quelqu'un à l'oral, si quelqu'un a d'autres choses à dire, veut participer. En complément de ce que disait Thomas, puisqu'il a parlé des villages spécifiques fonction publique, moi je peux parler de ceux de la région Île-de-France, puisque c'est un petit peu de la décision de la région Île-de-France et dont j'en suis vice-président. Donc il y en aura un spécifique hôpitaux le 17 novembre autour de la Salpêtrière. Super. Donc un peu plus spécifique hôpitaux. Il y en aura un le 20 octobre sur Paris 19e à Aubervilliers, où il y a la Driette, maintenant l'ex-inspection du travail, je vais l'appeler comme ça, et puis le ministère de la Justice. Et puis le 3 décembre, le 2 décembre plutôt, sur Melun ou Provins, on n'a pas encore bien défini, pour les 3 fonctions publiques. Ok, super. Voilà. Donc les 3 villages sur le deuxième semestre, parce que le premier, on s'est dit qu'on n'avait pas trop d'opportunités à parler fonction publique. On a préféré se baser sur le deuxième semestre. Et puis ensuite, au niveau CFTC4, bien sûr, nous-mêmes avons un groupe de travail fonction publique que l'on réunit d'ailleurs jeudi après-midi avec Michel Carlot, donc pour Adipudi, pour la Fédé, avec SNEC, et puis avec Laurence Denis, donc pour la Fédé des agents de l'État. Les territoriaux, je crois qu'on a Christophe, si je me trompe pas, qui est dans le Grand Est. Christophe Delano. Christophe Delano, ouais, c'est ça. Non, mais effectivement, ça montre bien qu'on peut conscient de parler du sujet. Voilà. Ça montre bien effectivement que on peut, voilà, les régions ou les UD ne doivent pas se dire bon bah on va laisser ça à la Fédé dont c'est les corps de métier et qui connaît bien la fonction publique. Voilà, tout le monde peut organiser des événements et faire parler de ces élections dans la fonction publique qui, je pense, de manière générale, sont peu connues. Je pense que là, si on allait tous ensemble dans n'importe quel ministère et qu'on demandait, vous savez quand est-ce que vous votez, je suis pas sûr que on aurait des réponses unanimes. Donc voilà, donc je pense que effectivement, plus on multiplie les initiatives au sein de la CFTC, plus on fera augmenter ce chiffre. Est-ce que quelqu'un d'autre avait d'autres interventions? Moi, je peux reprendre la parole si vous m'accordez. Nous, on a commencé sur l'Orne à parler de ces élections professionnelles depuis le mois de décembre. Voilà, on n'a pas tardé parce qu'on a un gros travail à faire. On a repris le syndicat en 2017, donc on a fait des élections en 2018 sans rien y connaître, sans avoir aucun soutien. On n'était pas trop mal placés malgré tout. Donc là, depuis 4 ans, on a énormément travaillé en étant
constamment présents sur le terrain avec nos toutes petites heures de délégation. On n'avait pas eu grand-chose, mais malgré tout, ça nous a permis d'être sur le terrain constamment. Ceci dit, ce qu'on a besoin, parce qu'il faut qu'on aille dans toutes les mairies du département de l'Orne, c'est compliqué, hein, avec peu d'heures. Ce qu'on a besoin, c'est de goodies. Et on les attend toujours, nos goodies. Hein. On a juste eu voilà. On a juste eu ça, on a mis nos petites étiquettes, on les distribue, mais on n'a rien à donner en face. Alors, notre fédération nous a dit que ça allait pas tarder à arriver, mais voilà, on arrive fin mai, on n'a toujours rien, malheureusement. Bon, et la confédération nous a rien donné. Enfin, voilà. On est pauvres, hein, on est pauvres. Bon, mes collègues de la CFDT à côté, c'est pas pareil, hein, ils ont des gros moyens et ils ont des belles plaquettes par leur confédération. Ils ont vraiment du beau matériel. Nous, à la CFTC, on a rien, quoi. On distribue les vieux crayons d'il y a 4 ans. Et puis, là, moi, j'arrive à sec. Hein. Alors, effectivement, je peux rebondir parce que je viens de faire mon AG des territoriaux. J'étais secrétaire général des territoriaux 58. On a bien reçu les flyers avec les grandes affiches, voilà. Et quelques stylos en accompagnement et les goodies qui étaient prévus, il me semble qu'ils ont été annulés. Il y a eu une décision qui a été prise, comme quoi ils ne mettaient pas de goodies avec. C'est cela, non? Rémi, tu sais répondre à ce genre de questions ou pas? Je ne peux pas vous répondre. Moi, je peux répondre pour le SNEC, puisque, en fait, cette fois-ci, les élections dans l'enseignement privé ne concernent que le SNEC CFTC. Et nous, on a nos propres goodies, donc voilà, on a travaillé, puisque, en fait, pour le coup, on a pris la décision de ne pas changer le logo juste avant les élections. Ça fait 4 ans qu'on communique sur notre logo pour qu'il soit bien connu, bien repéré. Donc, c'était pas quelques mois des élections qu'on voulait changer. Donc, c'est vrai que nous, on est parti sur on a nos goodies et voilà, nos couleurs. Et on fera le changement après. Allô? Oui, Rémi. Oui, j'avais perdu la connexion. Ouais. Donc, juste pour rebondir donc, sur ce qui a été dit par Valérie et Tony, donc il faut savoir que la fédération, elle vous donnera rien directement, puisque la fédération, en fait, il a été pris la décision de donner aux instances, donc aux fédés, et que c'est eux qui feraient la répartition selon des plans d'action. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a quand même de l'argent qui a été mis sur la table. Hein. Il y a eu 200 000 € propres sur les fonds de la Confédération qui ont été transmis aux fédés, hein, parce qu'il faut savoir que les élections de la fonction publique fonctionnent sur des fonds propres. On n'a pas de subvention ou d'aide d'État pour ces élections-là. Et donc voilà, et là, je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos fédérations. Pour les territoriaux, Valérie, et pour en avoir parlé il n'y a pas forcément longtemps avec Christophe, apparemment, il y avait eu un appel à tous les syndicats départementaux pour faire un plan d'action, et à ce moment-là, ils donnaient une subvention selon le plan d'action que tu menais. Pourquoi? Parce qu'on veut suivre l'argent, ce qui est assez normal, de manière à ce qu'on sache à quoi il est utilisé un peu partout. Voilà. Aux dernières nouvelles, suite à cet appel, il n'y aurait eu que 2 plans d'action ou 3 plans d'action. Enfin, c'était très très peu par rapport au territoire en entier. Donc, moi, si je peux t'inviter à faire quelque chose, c'est faire un plan d'action et de le remonter au niveau fédéral. Et puis, tu auras des subventions par la suite. Mais voilà, on peut pas dire que la Confédération elle a rien donné, hein, parce qu'elle a donné sur ses fonds propres. En plus, Bernard l'a dit, sur l'Île-de-France, il a décrit les villages CFTC. Il faut savoir qu'il y en aura un peu partout, il y en aura beaucoup, surtout à partir de septembre. Et donc l'enveloppe qui est mise est quand même importante. Il faut juste qu'on arrive à bien travailler autour de tout ça. Et je te dis, au niveau de la fédération, apparemment, il y a peut-être eu un souci dans le communiqué du plan d'action aux caisses, mais il ne faut pas hésiter à aller demander la subvention directement là. Ah oui, parce que moi, j'ai répondu à rien du tout. Alors, peut-être qu'il y a eu un mail, mais voilà. Comme on est c'est ça, a priori, c'est ça. Tout terrain, on n'a pas été relancé. Donc, effectivement, je vais poser la question parce qu'on a vraiment besoin. On a besoin. Mais alors, pour te rassurer, à moi qui siège à la commission confédérale aussi,
je me suis aperçu qu'on ne l'avait pas fait non plus. Alors, je fais partie de ceux qui ne l'ont pas fait. Je suis en train de le rédiger en ce moment même. Donc, voilà, il y en a eu que 2 sur le territoire, mais il est encore temps. Voilà. Là, on est vraiment encore dans la période où on fait nos listes. Ceux qui peuvent commencent à faire campagne, mais voilà, on est à la date fatidique. Il n'est pas encore trop tard, mais c'est maintenant. Oui, effectivement, hein, j'étais encore avec le secrétaire général des territoriaux il y a peu de temps, puis le comité national la fois dernière, il y a un mois là à peu près. Hein. Donc, il y a bien des aides qui peuvent être mises en place en faisant un plan de développement. Hein. Un plan de développement qu'on remonte à notre fédé. Voilà. Okay, effectivement, il y en a deux qui ont été mis en place, qui ont été validés, et voilà. Il y a le Grand Est et puis je sais plus l'autre. Oui, bah oui, forcément. Voilà. C'est pas l'Île-de-France par hasard. Non. Je sais plus, j'ai plus en mémoire. Je vais m'y atteler dès ce soir. Et sur les 400 € pour toute nouvelle liste, Rémi, toi, tu as quelques chiffres. Est-ce que ça permet de voir de nouvelles listes être créées dans des endroits où on n'était pas présent, ou est-ce que justement il est encore un peu tôt pour pouvoir faire un bilan de cette action? Alors, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir faire. Pour le moment, ça joue un peu en mode la carotte pour faire avancer, mais non, les listes seront réellement déposées au mois d'octobre. Donc là, il est impossible de savoir exactement vers quelle dynamique on va. La seule façon de le savoir, c'est ce que les syndicats nous font remonter. Mais ce qu'ils nous font remonter, c'est on pense pouvoir déposer. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas déposer avant septembre et la fin de date, c'est octobre. Donc là, on ne peut pas avoir de retour, c'est pas possible. Okay. Alors, sur le dépôt de liste aussi, je vais essayer de rebondir un petit peu. Il faut faire attention aussi avec les centres de gestion, parce que si les premiers dépôts de liste sont, normalement, c'est le 24 octobre, un truc comme ça. Pour la validation sur les centres de gestion, donc sur les centres de gestion, par vote électronique, c'est décalé 8 jours, sans dire de bêtises, donc c'est 8 jours avant. C'est ce qu'il faut faire attention aussi. Hein. Bien se rapprocher, vérifier tout ça pour la validation. Comme c'est des votes électroniques, ça doit être validé aussi 8 jours avant, donc si je me trompe pas, Rémi. Hein. Oui, c'est ça, mais de toute manière, nous, ce qu'on préconise au niveau confédéral, c'est de toute manière ne pas attendre même les 8 jours. Nous, on dit fin septembre, début octobre. Vous pouvez déposer déjà à ce moment-là. Donc, déposez-les, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un candidat qui pensait être candidat, puis tout ce qu'on fait n'est pas éligible ou quoi ou qu'est-ce. Hein, ça arrive chaque année, hein, ça nous est tous arrivé. Et qui, dans les 10 jours-là, il faut vite le remplacer et vite trouver quelqu'un. Donc, nous, ce qu'on invite, c'est déposer vos listes dès que possible, de manière à ce qu'elles soient ou non validées et que l'on puisse rebondir derrière. Je crois qu'il y a des questions, Thomas, si tu veux bien regarder. Le pouvoir d'achat de 20% sur les 20 dernières années, tout à fait. INSEE de 2009 à 2019, les salaires ont diminué de 0,7% dans la fonction publique, alors qu'ils ont augmenté de 5% sur la même période dans le privé. C'est tout à fait ça, vous avez bien noté. Politique d'austérité des fonctionnaires, à coût salariaux aussi revendications, tout à fait. Démotivation de baisse du nombre de candidats. Je crois que Didier, vous avez complètement retenu ma présentation, c'est tout à fait ça, ouais. Et la baisse de 20% du pouvoir d'achat, hein, c'est très documenté, hein, c'est quelque chose de véridique qu'on peut tous constater en faisant des calculs. Donc c'est un point, c'est vraiment un point essentiel, que ce soit dans la fonction publique territoriale, hospitalière ou d'État. C'est quelque chose qui a touché tous les agents publics. Tout simplement, c'est pas compliqué à comprendre, hein, avec le gel du point d'indice et à côté le SMIC qui augmente. Le SMIC rattrape petit à petit la rémunération des agents publics et crée ce tassement de la grille indiciaire, dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est en ça qu'il faut vraiment revoir non seulement le point d'indice, mais tout le système de rémunération dans la fonction publique. Hein. Ça a été évoqué tout à l'heure, les primes complètement illisibles,
des disparités entre établissements d'une même fonction publique, et même des disparités parfois entre métiers ou entre sexes. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais c'est complètement opaque. En tout cas, nous, on trouve ça complètement opaque et à revoir. Je crois que Gilles, vous souhaitez prendre la parole. Oui, merci. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens. J'ai pas vu de main qu'on pouvait lever. Non, mais ça, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Déjà, pardon pour mon retard pour votre webinaire et merci pour son organisation. D'autant plus que en ce qui me concerne, donc moi je suis santé sociaux, je n'ai pas pu avoir, je peux pas pu suivre la formation fédérale. Donc nous, dans mon établissement, en fait, CHU, on était représentatif jusqu'en 2018. Enfin, on a été représentatif de 2014 à 2018. On n'a pas été réélu. Il nous reste une petite section, mais c'est très compliqué, avec très peu de temps syndical. Il y a un certain nombre de points qui peuvent soit concerner plus particulièrement l'hospitalière, ou qui peuvent être communs à nos trois fonctions publiques. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a un gros problème de questionnement par rapport à l'utilité des instances et de la représentation syndicale. Et donc un gros problème de mobilisation. On ne peut pas dire que la mobilisation avait été très bonne il y a 4 ans. Pour être clair, le nombre de voix à peu près sur notre établissement, il est à peu près égal au cumul de toutes les cartes syndicales. Toutes les organisations syndicales ont reconnu qu'il était très difficile d'arriver à faire voter même leurs propres adhérents. Et puis il y a l'ambiance actuelle dans la fonction publique hospitalière qui est vraiment à la fois il y a une sorte de sinistrose avec des démissions régulières. Il faut savoir que par exemple tous ceux qui ne sont pas à jour de leur dose et qui devraient au titre de la loi du 5 août en fait être suspendus ne sont pas suspendus parce que de toute façon ça veut dire fermer des services. Et que du coup personne ne veut le faire dans le contexte actuel. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'arrive ce changement d'élection avec des instances dont on voit pour la CAP quand même la forte perte d'intérêt concret pour les agents. Et puis le sentiment aussi que ça va aboutir au niveau des organisations en fait à une baisse du temps syndical en diminuant bien sûr le nombre d'heures qui permettent d'avoir du temps. Il faut savoir qu'une organisation, voilà, moi il me reste 37% d'un ETP pour la CFTC à l'échelle du CHU, mais la CGT avec tout leur cumul, ils arrivent à 10 ETP. Voilà, donc on n'est clairement pas dans une égalité d'accès, bien sûr. Voilà. L'autre point, c'est que le bilan des CSE du privé, il apparaît quand même pas très glorieux globalement. Donc pour ceux qui suivent un peu ça, on peut tous avoir des membres de notre famille, des proches qui sont dans le privé et qui peuvent en parler. C'est pas voilà, c'est très inégal selon les. Bon, moi, je suis président de syndicat départemental, donc j'ai du public et du privé, donc je suis ça aussi du côté privé. Au niveau de ma fédération, les moyens quand même restent très faibles. On a 50 appels. J'ai reçu 50 appels à candidature en tract, en flyer. Bon, il y a 9500 agents non médicaux au CHU. Au niveau de l'UR, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner, mais on a une UR qui est en fin de mandat avec un intérim, donc je ne prononce pas sur la question. Je pense que par contre, c'est au niveau des UD dans la proximité que c'est vraiment important que les informations confédérales passent pour moi. Je pense que les UR sont pour moi trop éloignés du terrain. Donc je profite qu'il y a un conseil confédéral qui s'est manifesté. Voilà, pour dire quelques petits points. Sur le site de la Confédération, moi j'avais signalé lors de la venue de Jean-Michel Tessier dans notre conseil d'UR
qu'il y a une présence très insuffisante d'écho, de choses concernant la fonction publique. Et c'est d'autant plus embêtant quand même que au niveau juridique, bien souvent, des choses sont dites au niveau confédéral, mais ne sont pas valables dans le public. Donc c'est jamais dit. Donc si en plus on ne dit pas qu'on n'aborde pas des questions qui peuvent être propres au champ de la fonction publique de façon plus régulière, je trouve que ça encourage les gens à penser que la CFTC, effectivement, elle n'est pas présente dans la fonction publique. Et c'est quand même le discours ambiant et qu'on nous sert dans les autres organisations. Enfin, j'ai 2 questions plus juridiques. Là, peut-être, je ne sais pas si Thomas ou Clémence peuvent apporter un éclairage. Lors des dernières élections, avec le système du vote électronique, en fait, les organisations syndicales chez nous avaient accès à l'émargement pendant les élections. Ce qui leur a permis de relancer, en particulier leurs propres adhérents, justement, quand ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas voté. Or, il semblerait que, bien que l'accès à la liste d'émargement était possible dans le code électoral pour les élections physiques, apparemment il y aurait eu des jurisprudences, ou en tout cas il y aurait une réglementation qui serait différente et qui empêcherait cela, donc avec le vote électronique. Donc moi je pense que c'est important d'avoir connaissance de cela. Et je mets en lien aussi la question du RGPD. Je vais prendre juste un exemple. Nous, l'organisation CGT au CHU, elle a envoyé SMS sur SMS à tous ses adhérents pendant toute la période électorale, de vote, et également à tous ses anciens adhérents qui n'avaient pas voulu reprendre leur carte. Voilà. Donc, je m'interroge sur la légalité de ce genre de pratique, au-delà de leur, je dirais, du côté bonne pratique, de leur légalité en fait, et de recours possible si on a des éléments là-dessus. Voilà. C'est peut-être un peu tôt pour parce qu'on n'est pas encore dans l'élection, mais. Non, mais je vois bien la distorsion de concurrence que peut créer l'accès aux listes d'émargement. Normalement, si je peux me permettre, disons que toutes les organisations qui ont désigné alors c'est les BVE, donc au niveau des personnes, au niveau des bureaux de vote et entre autres. Un délégué de liste, non, sûrement Annie. Les délégués de liste, avaient accès. Enfin, en tout cas, la dernière fois, c'était ça. Donc, normalement, toutes les organisations qui ont déposé des listes avaient accès à ça. Donc, ça, c'était une chose. Pour l'instant, effectivement, nous, on a posé la question au niveau de l'éducation nationale, que ce soit public, privé, c'est la même chose pour des 2 côtés. On n'a pas de réponse. Mais c'est vrai qu'on a interrogé dès le début. Et le ministère de l'Agriculture, à ma connaissance, il n'y a pas de réponse non plus pour l'instant. Si je peux, Estelle Barre de la Fédération des agents de l'État. En fait, j'ai lu une dépêche ce matin d'AEF Info que les directives de la DGAFP seraient de ne pas pouvoir accéder aux listes d'émargement nominatives suite à des interventions et des avis de la CADA. Par contre, je peux envoyer la dépêche si ça vous intéresse. Je peux la transmettre. Totalement, si vous pouviez Est-ce que je peux vous parler peut-être justement du ministère de l'Agriculture à Marie Dubreuil, qui avait laissé son adresse, comme ça on l'ajoutera au support qui sera disponible sur notre site. D'accord. Je vous l'envoie tout à l'heure. Merci beaucoup. C'est vous qui nous envoyez des documents. C'est pas un super fonctionnement d'échange, ça? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Je suis du ministère de l'Agriculture, donc enchantée, Freddy Lucas. Désolée, justement, c'est tellement secret les ministères que j'arrivais pas à me connecter. Vous avez dû voir que j'ai tenté plusieurs fois parce que on a des filtres. Donc ça montre bien la difficulté actuellement d'avoir les informations et de pouvoir se connecter. Et moi, je voudrais vous souligner qu'effectivement, les listes, on a eu du mal à les avoir. On les a obtenues partiellement avec très peu
d'informations et pas suffisamment pour les constituer. Par exemple, vous parlez des parités. Quand vous n'avez pas le sexe d'un Dominique, vous ne pouvez pas savoir si c'est une femme ou un homme. Donc, publicité telle ou telle, parfois ça pose souci parce qu'on n'a pas toujours les bonnes infos. Et l'autre sujet qui nous pose souci, c'est qu'actuellement, on s'est rendu compte que les outils de vote ne marchaient pas bien dans beaucoup de ministères. On va tester au ministère de l'Agriculture au mois de juin, mais on est un peu inquiet, alors que pourtant, c'est quand même des outils que connaît la CFTC, c'est Néo-Vote. Mais il y a tellement de scrutins et les agents ont parfois 2 ou 3 scrutins à faire que ça rend très très compliqué le dispositif. Donc on craint que ça dégoûte un petit peu les agents qui, en plus, pour avoir droit à leur code, doivent faire remonter les données personnelles. Et là, il y a eu vraiment des gros dégâts au niveau, notamment des directions départementales. Donc on est un peu inquiet sur ces modalités de vote et on craint qu'il y ait des gens qui finalement soient un peu dégoûtés, n'aient pas envie d'aller voter. Ok, merci beaucoup pour vos témoignages, hein, vraiment tous très enrichissants. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter lors du second webinaire qu'on fera. Alors Clémence vous a dit début septembre, la date n'est pas encore tout à fait fixée, mais ce sera entre septembre et évidemment novembre pour préparer au mieux ce scrutin super important. Écoutez, on va mettre fin à la session parce que je vois qu'il est midi et on avait prévu une fin à midi, donc on est dans les temps. Merci beaucoup à vous d'avoir participé, de montrer de l'entrain pour ces élections et ce sujet. Le plus dur reste à faire, on le sait. Et puis je vous dis peut-être à la rentrée pour une nouvelle session. Et on fera aussi un article spécial dans le journal de la CFTC Cadre sur ces élections. Donc ce sera le journal de septembre cette fois-ci. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, je n'ai pas accès à ce journal CFTC Cadre. Sachez qu'il sera disponible aussi sur notre site internet une fois que les adhérents le reçoivent. On le met quelques jours après sur notre site internet. Si je peux rebondir, si tu veux les documents CFTC cadre, normalement les UD les reçoivent. Ah bon? Oui. Donc essaie de prendre contact avec eux, ils peuvent t'en envoyer, parce qu'on en reçoit toujours quelques-uns. Ouais. Bon, il est important, je rappelle, il est important. Il vient juste de changer de conseil, donc voilà, je vais me rapprocher. Vérifiez bien auprès de vos syndicats que vous êtes bien adhérent CFTC cadre, si vous êtes cadre, bien sûr. Aussi, ça vous permet de le recevoir directement à domicile. Parce que alors, on ne va pas trop rentrer dans les techniques, mais parfois certains syndicats ne remontent pas à la CFTC cadre les coordonnées des adhérents cadres qu'ils ont. Du coup, sans coordonnées, sans adresse postale ou mail, on ne peut pas vous envoyer nos publications. Donc, allez voir auprès de votre syndicat s'ils nous ont bien envoyé vos coordonnées, tout simplement. Oui, mais si on est adhérent, moi j'ai mes adhérents CFTC des territoriaux de l'Orne, je ne vais pas en plus les faire cotiser à un autre syndicat CFTC cadre. Je ne comprends pas bien. C'est un complément, c'est un complément de cotisation en fait. C'est une cotisation obligatoire quand on est cadre. C'est dans la note au trésorier, c'est une cotisation obligatoire pour tous les adhérents, cadres et agents de maîtrise du mouvement. Et c'est les trésoriers des syndicats, je précise, qui doivent nous remonter les cotisations. D'accord, bon. Mais Valérie, si tu veux, on pourra s'appeler si tu veux complémentaire. Ouais. C'est Gilles, là, à ton Gilles. Juste pour rassurer, normalement, c'est pas une cotisation payée par l'adhérent. En plus de sa cotisation, c'est une cotisation, c'est un reversement du syndicat à CFTC cadre. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de surcotisation. Il y a une cotisation de l'adhérent en fonction de son niveau de salaire, en gros. Et donc, voilà. Oui. Nous, on fait une cotisation unique pour tout le monde. Donc, effectivement, voilà. Bernard, je veux bien qu'on échange par la suite. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci. Bon appétit à tous et puis bon courage. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée.